Ouais, tout à l'heure, tu as parlé d'Europe. Du coup, on n'a pas approfondi sur le sujet, mais je pense que c'est ce qui a fait peur à beaucoup de gens au moment de l'élection présidentielle, c'est qu'ils pensaient que nous, on voulait détruire l'Europe et faire une sorte de Frexit. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris que la France insoumise voulait reconstruire l'Europe pour éviter justement qu'on arrive au Brexit. Comme ici, est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer ce que nous, on veut faire de l'Europe en termes d'égalité fiscale, en termes d'égalité sociale entre les nations? Absolument. Alors ça, c'est vrai que c'est un thème qui revient très souvent. J'espère que je vais vous faire un truc clair et concis, parce que ça fait quand même plusieurs fois que je le répète. Alors d'abord, il faut partir du début, et je l'ai dit tout à l'heure dans ma petite allocution, qui est que dès 2003-2004, Jean-Luc Mélenchon comprend qu'il a fait une bourde en signant Maastricht et que l'architecture libérale de l'Europe va mener l'Europe à la dislocation. Donc, il fait campagne pour le non en 2005, et quand la Constitution européenne de 2005 revient rhabillée en traité de Lisbonne, il quitte le PS parce que le PS ratifie le traité de Lisbonne de pair avec la droite. Et donc, au point de départ de la création du parti de gauche, après le départ du PS, il y a cette idée, l'Europe telle qu'elle est va à la dislocation, donc il faut la refonder pour la sauver. De mon point de vue, je ne me lasserai pas de le répéter, nous sommes le seul parti pro-européen. Parce que être pour le status quo de l'Union européenne, ce n'est pas être pro-européen. C'est au contraire s'engouffrer dans une logique qui ne mène à rien. Donc refonder, c'est être pro-européen. Alors, après ça, il faut comprendre qu'est-ce qui fait que l'Europe dysfonctionne comme elle le fait, et donc comment il faudrait l'organiser, et enfin, comment on fait pour y arriver. Qu'est-ce qui fait que l'Europe dysfonctionne comme il le fait? C'est en fait enfantin à comprendre. Après, c'est même tellement enfantin à comprendre qu'on finit par se demander mais comment a-t-on pu s'enferrer dans un truc aussi absurde? En un mot, on ne peut pas avoir de zone monétaire unifiée, donc là je parle de l'eurozone, de zone monétaire unifiée dans laquelle il n'y aurait pas de transfert de richesse. Parce qu'en économie, les déséquilibres commerciaux sont rééquilibrés par les variations dans le cours des monnaies. Si les monnaies ne peuvent pas varier, eh bien les déséquilibres commerciaux ne peuvent jamais être rétablis. C'est pour ça que dans toute zone monétaire dans le monde, il y a des transferts de richesse. Vous en rendez même pas compte, et pourtant vous le savez tous, puisqu'en France, il y a des transferts monétaires constants, des transferts constants de l'Île-de-France à la Drôme, voilà, d'une région à une autre. Entre les États-Unis d'Amérique, c'est pareil. Voilà, dans toute zone monétaire unifiée, il y a des transferts de richesse. Or, en Europe, dans l'eurozone, c'est interdit. C'est-à-dire que ces transferts de richesse, ils pourraient se faire comment? Soit par de la redistribution, voilà, il faudrait, pour nommer le problème, que les excédents commerciaux de l'Allemagne soient ventilés dans le reste de l'Europe, ou bien il faudrait au moins que la Banque Centrale Européenne puisse financer les États qui sont en déficit. Et c'est ces deux choses-là qui sont interdites. La Banque Centrale ne peut pas prêter directement aux États, et il y a une no bail-out clause qui interdit à un État d'en reflouer un autre. Donc, ça ne peut pas marcher. Si on ajoute à ça les normes, les règles de déficit budgétaire que vous connaissez tous, mais peut-être pas forcément très bien, parce que tout le monde répète toujours les 3%, les 3%. En fait, c'est 0,5% depuis le six-pack. C'est le six-pack qui a été adopté en 2014, je crois. Et donc, c'est 0,5% de déficit structurel et 3% de déficit conjoncturel. On ne rentre pas dans les détails. Mais donc, c'est rien. C'est-à-dire que les États n'ont aucune marge de manœuvre. Du coup, ils sont garrottés sans aucune possibilité de recevoir de l'aide de qui que ce soit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils privatisent, ils vendent, ils cassent. Je vous dis quand même en deux mots pourquoi c'est comme ça. C'est très intéressant pourquoi c'est comme ça. Parce que quand l'Europe s'est élargie, il y avait quand même quelque chose qu'on doit qualifier de racisme en fait. C'est-à-dire qu'on allait introduire ces petits pays dans l'Europe et ça allait être la main-d'œuvre à pas cher. C'était théorisé comme ça. Quand la Pologne, l'Estonie rentrent, l'Union européenne émet une directive qui dit leur avantage compétitif dans l'intégration sera le bas coût de leur main-d'œuvre. Après ça, il ne faut pas s'étonner des délocalisations, c'était prévu. Mais il y avait la trouille que ces irresponsables, et alors là, on regarde tout le Sud, creusent des déficits abyssaux, vivent à crédit sur le dos des gens sérieux, n'est-ce pas, etc. C'est quand même assez flagrant. Vous savez que les pays du Sud, on les appelle les PIGS ou le Club Med. Sans le profond respect qu'il y a derrière tout ça. Donc l'idée c'était, on ne peut pas leur laisser l'accès au robinet monétaire parce que sinon ces enfants irresponsables vont faire n'importe quoi. Donc on coupe tous les robinets et s'ils ont besoin de s'endetter, ils le feront sur les marchés financiers. Et l'idée, parce que ces gens-là aiment beaucoup les marchés et ils croient à la rationalité des marchés, c'était que les marchés allaient faire une analyse économique de la situation des États et donc ne prêteraient qu'à des États qui sont responsables et sérieux dans leur gestion. Par contre, les taux d'intérêt augmenteraient pour les États irresponsables et du coup, les marchés feraient la police
des États. Sauf que malheureusement, ce n'est pas leur but de marché, ils ont bien autre chose à faire, de vraiment faire beaucoup d'argent, mais ce n'est pas la peine de leur en vouloir. C'est le but d'un investisseur financier. Il est là pour faire de l'argent, il n'est pas là pour contrôler la bonne gestion d'un État. Donc tout ça a explosé. Aujourd'hui, voilà, il faut sortir de ça. Et il faut faire évidemment tout le contraire, c'est-à-dire permettre des transferts monétaires, permettre que la Banque centrale prête directement aux États, permettre que les règles budgétaires soient plus souples pour qu'en période de récession, on puisse faire les politiques de relance keynésiennes nécessaires. Voilà. Et c'est avec ces investissements qu'on finance la transition énergétique et toutes ces belles choses dont on a tous besoin. Et maintenant, comment on fait pour faire passer ces décisions? Et c'est là que le projet de la France Insoumise a souvent été mal compris. D'abord, il faut bien se rendre compte d'une chose, ça va être la troisième fois que je dis ça, mais j'en ai pris pleinement conscience, en fait, la première fois que je l'ai dit, et depuis, je le répète avec ébahissement moi-même. Vous le savez peut-être, il n'y a aucun moyen de changer l'Europe et de changer les traités par les voies légales instituées par l'Union européenne elle-même. Vous savez qu'il faut l'unanimité des 27 États membres pour changer un traité. Évidemment, c'est impossible. Et nos amis les passionnés des inflationaphobes, les inflationaphobes passionnés de la rigueur budgétaire mettront leur veto voilà, systématiquement. Or, et c'est ça que j'ai réalisé seulement il y a 3 jours, c'est quand même incroyable, ces traités n'ont pas de date de péremption. Par exemple, vous élisez un gouvernement en France, bon, bah, vous revotez 5 ans après. On aurait pu s'engager à des traités pour 5 ans ou pour 8 ans. Mais ils n'ont pas de date de péremption. Ces traités sont signés pour l'éternité. Et c'est en fait logique, parce que c'était de fait. À la limite, il y a quelque chose qu'on peut comprendre là-dedans, puisqu'il y avait l'idée de construire l'Europe. Bon, quand on construit l'Europe, si on unifie une zone, bien sûr, on veut qu'il y ait des choses qui restent. Quand on fait les États-Unis d'Amérique, eh ben, il n'y a pas de clause qui prévoit qu'est-ce qui se ferait si l'Oklahoma voulait reprendre son indépendance. Donc, à la limite, le fait que dans l'architecture européenne, il y a des choses qui sont théoriquement éternelles, pourquoi pas? Mais ce qui est incroyable, c'est d'avoir rendu éternel un principe d'organisation monétaire et économique. Parce que là, je suis désolé, on est quand même dans quelque chose qui relève de l'arbitraire, qui change, où il y a différentes options possibles. Et là, voilà, on est condamné à l'austérité à perpétuité si on ne change pas les traités autrement, c'est-à-dire avec un petit peu de caractère. Et donc, j'en viens à la stratégie de la France Insoumise. Et c'est là où je trouve que la France Insoumise n'a pas été excellente dans la façon de communiquer ce qu'elle voulait faire. Je comprends qu'on cherche les phrases qui accrochent, les phrases qui permettent aux gens de se repérer. Donc il y avait on la change ou on la quitte, et il y avait plan A, plan B. Mais en fait, bon, je vois bien qu'effectivement, on disait ça marche comme phrase. Mais en fait, ça ne correspond pas à ce qu'il y a dans le programme et dans les textes. La meilleure façon pour vous de comprendre ce que voulait vraiment faire la France Insoumise, c'est de vous reporter à un bouquin de Jacques Généreux, Nous on peut, qui date de 2012 déjà, et un débat entre Piketty et Jacques Généreux qui est sur YouTube et qui lui est récent, qui date de cette campagne. Alors la stratégie, c'est très simple. C'est une stratégie de désobéissance unilatérale. On arrive au pouvoir, on fait notre politique. Qu'est-ce que ça veut dire, on fait notre politique? Ça veut dire qu'on crée un pôle public bancaire qui nous permet en fait de créer de l'argent, puisque c'est ça que font les banques, créer de l'argent. Et avec cet argent, eh ben, on fait la relance. Voilà. Deuxièmement, on s'assied sur les déficits. Troisièmement, on refuse toutes les directives de privatisation. Quatrièmement, on opt-out de la directive des travailleurs détachés, etc., etc. Et avec ça, on dit aux autres, mais maintenant, tu dis quoi? Et alors, on imagine que c'est un gros mec. Vous allez voir que vous avez vu que Macron était à peine élu, que déjà le docteur Schauble sortait sa canne pour lui taper sur les doigts en disant attention, attention. Eh bien oui, mais nous, on aura Jean-Luc Mélenchon, donc ce ne sera pas tout à fait la même chanson. Et donc, on dira bah non, voilà, on ne le fait pas. Et maintenant, tu fais quoi? Et on s'attend à ce que les Allemands se couchent. Et non seulement les Allemands, mais les autres aussi. Et à vrai dire, on a de très bonnes raisons de s'y attendre. D'abord parce que la sortie de la France de l'Europe, de l'UE, pardon, il faudra absolument que je sois impeccable sur la terminologie. La sortie de la France de l'UE, c'est la fin de l'UE. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne sont pas capables d'accepter, qui n'accepteront pas. Et deuxièmement, on sait que l'Europe, que l'UE fait des petites exceptions et enfreint ses propres règles tout le temps. On le sait à cause de l'Angleterre. L'Angleterre a toujours eu des petites exceptions. Donc, objectif minimal, faire notre politique et obtenir les petites exemptions qui nous permettent de la faire dans les traités. Mais on peut espérer mieux que ça. Et c'est là où la comparaison avec l'Angleterre touche sa limite. Si vous pensez à Cameron renégociant les traités avant le Brexit, il demandait des choses qui n'intéressaient que lui. Aucun autre pays d'Europe n'est intéressé au fait que l'Angleterre puisse remettre des contrôles à ses frontières, ou que la City reste dérégulée, ou que, c'était quoi encore qu'il voulait?
c'était sortir de la Cour européenne des droits de l'homme, etc., etc. On s'en fiche. Mais si nous, on demande le droit de mener une politique de relance keynésienne avec transition écologique, avec seuils sociaux ambitieux, etc., alors là, vous pouvez compter qu'il y a pas mal de pays qui en voudront aussi. Et notamment tous les pays qui se sont fait massacrer dernièrement. Surtout que la représentation politique dans les pays n'est pas fixe et que moi, je l'ai bien vu en allant me promener, l'arrivée d'un Mélenchon au pouvoir, ça vous booste une gauche dans tous les pays de façon assez formidable. Je pense que Podemos, par exemple, ils avaient un boulevard devant eux si seulement Mélenchon avait gagné. C'est vrai que c'est quand même dur à digérer. Voilà, là, je passe dans le stade. Et donc là, se construit un front, les anti-austérités contre les pro-austérités. Notez que ce front n'est pas géographiquement composé. C'est facile, enfin, intuitivement, on s'imagine sud contre nord. Mais moi, voilà, je peux vous dire qu'en Scandinavie, j'ai rencontré des partis de gauche qui disaient qu'ils n'en pouvaient plus de l'Union européenne. Il ne faut pas croire, le Brexit, ce n'est pas la fin de l'histoire si on continue comme ça. Mais par contre, à l'idée d'une Europe insoumise, alors là, ils étaient très, très, très contents. Donc, vous voyez, ça peut se décider de plein de façons. Et alors, à partir de là, eh ben, c'est formidable, on peut refonder l'Europe. Jusqu'à quel point? On verra. Il y a des chances pour que les Allemands n'en veuillent pas. Mais il y a aussi des chances pour qu'ils en veuillent, parce qu'ils ne sont pas non plus fous. Hein. Simplement, il faut leur présenter un deal où ils ont quand même, ils vont perdre quelque chose. Et bien oui, on ne peut pas faire 7 milliards d'excédents commerciaux tous les ans, comme ça, c'est pas possible. Mais ils gagnent aussi d'autres choses, parce que quand même, l'Europe, c'est quelque chose. Donc peut-être qu'ils resteront en se disant, bon, bah quand même, c'est mieux dedans que dehors. Puis sinon, ils partiront. Bon, ça en passera. Ils partiront avec leur Hinterland, et on aura 2 blocs. Mais quand même, à la fin des fins, il y aurait 2 blocs. Il vaudrait mieux une scission organisée, négociée, tranquille, basée sur des cohérences économiques, plutôt que ce vers quoi on s'achemine, c'est-à-dire des Brexit un peu partout et un chaos total. Voilà. Donc, objectif maximal, refonder l'Europe du tout au tout et en faire une Europe sociale, solidaire, écologique, etc. Objectif minimal, faire notre politique. Et entre les deux, eh ben, il y a plein de configurations possibles. Si vous êtes reconnu dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous aider à la diffuser en la partageant ou en taguant un ami dans les commentaires.